catholique. Oui, on va commencer, Fabienne, sur ce message de Noël du pape avec Nicole qui est en ligne avec nous au 39 21 et qui nous appelle de Paris. Bonjour Nicole et permettez-moi, avec toute la rédaction, de vous souhaiter un joyeux Noël également, à vous bien sûr et à tous les auditeurs qui nous appellent par la suite. Alors, quelle est Infiniment, pour vous également. Bien sûr, merci. Quelle est votre réaction après ce message du pape? Écoutez, en effet, nous avons écouté l'Ubi Orbi, le message du pape. Eh bien, ce que j'en ai relevé, c'est tout à fait ce que nous pensons en famille. Le dialogue, la rencontre, la réconciliation. Et il n'oublie pas de nous dire, de nous prosterner, autrement dit, de garder une certaine humilité pour nous libérer de nos égoïsmes. Et en effet, se repentir et même laver notre cœur. J'ai trouvé l'expression intéressante, en effet, comme ouverture de l'année de la miséricorde. Eh bien, je crois qu'il a tout dit. Oui, il a tout dit et il est dans son rôle, selon vous, Nicole, alors, le pape Oui, tout François. à fait, oui, tout à fait, oui, et je crois que il a bien marqué lors de son arrivée que l'Église était peut-être un peu moins dans l'Église bâtiment, mais plutôt sur le parvis de l'Église. Oui. C'est la raison pour laquelle on dialogue, on doit se rencontrer, se réconcilier, s'ouvrir aux autres et s'accueillir, je le disais, s'accueillir. Oui, alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Nicole, restez en ligne avec nous. C'est Mathieu qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. Permettez-moi aussi de vous adresser tous mes vœux de bon Noël à Oui. tous les auditeurs d'Europe 1 et à Nicole aussi. Même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, tout à fait. Hein. Voilà, en fait, je trouve que le message du pape est bien, sauf que demain matin ou dans les prochains jours, est-ce qu'on va se souvenir du message de bénédiction du pape? Moi, je pense pas. Je pense aussi que c'est un peu comme la tradition où c'est le grand-père qui parle, Oui. comme les 31 décembre de chaque année. Et ça perd un peu de teneur au fil des années parce que nous sommes quand même dans une société de consommation où on passe très rapidement à un sujet le lendemain. Et donc, je suis un peu... bon, c'est le message du pape. Hein. Oui. Il faut l'écouter. Mais bon, je ne suis pas persuadé qu'on va s'en servir tout au long de l'année. Oui, mais en même temps, Mathieu, pour Oui, rebondir sur ce que vous dites, c'est aussi Bien une sûr. parole, en quelque sorte, de sagesse, bien sûr, quoi, non? Oui, une parole de sagesse, mais bon, est-ce que demain matin ou dans les prochains jours, c'est un peu un message qui est un peu dilué parce que on est trop dans une société d'émotion et on oublie les messages de sagesse de ce pape ou des autres papes. Ouais. Donc bon, Mais vous je suis un peu insistiez, perplexe. oui, vous insistiez tout à l'heure sur la consommation et notre société. Hein, il l'a dit, alors pas ce midi, mais hier soir, lors d'une messe Oui. aussi, il s'adressait à nous, consommateurs. Notre société, trop souvent, est prise de consommation et de plaisir, disait-il. Oui, après, je voudrais qu'on se pose plus sur les choses, qu'on réfléchisse plus sur la société, qu'on profite également mieux de la vie. Mais est-ce qu'on a besoin d'être pape pour dire cette chose-là? Je pense pas. On peut tous le dire. Oui, On peut tous le dire. C'est vrai, on peut tous le dire, mais il faut avoir une parole de portée mondiale et Bien nous, sûr, bien sûr. chacun de Bien notre sûr. côté. Oui. Bien sûr. On a Bien plus de sûr, mal à être entendu, hein, bien sûr. Hein. Nicole, qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque de Mathieu? Vous êtes toujours en ligne avec nous. Eh bien, écoutez, je pense que monsieur, de toute façon, n'a pas vraiment tort. Il est vrai que nous oublions très vite les messages de sagesse qui nous sont donnés. Et en cela, je suis d'accord avec lui, bien entendu. Mais le pape insiste sur un message d'espérance. Et je crois que ce monsieur qui est inquiet, en effet, et il fait partie de l'innombrable quantité de personnes inquiètes à l'heure actuelle, et pour de bonnes raisons. Alors je serais tentée de dire que, à travers ces événements, hélas, catastrophiques et très négatifs, gardons l'espérance. Mais pour garder l'espérance, il ne faut pas penser que ce sera demain que tout va changer, mais peut-être changeons notre cœur, Oui. changeons notre cœur. Oui. Soyons rappelés à l'ordre avec modestie chaque fois qu'on se sent un petit peu des ailes, et je crois qu'on sera heureux. Mais c'est à coup sûr quand on rencontre les gens.
quand on les rencontre, on les regarde, on les sent, on les touche, on partage. Et je crois que là, rien que de rencontrer les gens, c'est un message d'espérance. Oui, c'est vrai, Nicole, effectivement, mais on n'est pas obligé peut-être aussi de le faire nécessairement sous un toit religieux. C'est ce que veut nous dire Didier, qui nous appelle de Dieppe en Seine-Maritime. Bonjour Didier. Bonjour. Oui, vous Alors, dites... Oui, est-ce que le pape, vous étiez catholique, je crois, et vous avez quitté la communauté catholique, hein? Exactement. Ouais. Exactement. Je suis athée, je suis laïque, je suis à la libre pensée. Bon, j'ai 68 ans, mais si j'en ai arrivé à ce cheminement, c'est aussi l'histoire qui nous rappelle que l'Église a raté un certain nombre de rendez-vous. On pourrait parler de la Shoah, on pourrait parler de tout un tas de choses. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est l'intervention de l'Église dans la sphère politique, alors qu'il devrait en rester à la sphère privée. De plus en plus, on essaye de nous faire passer du cultuel au culturel. Ça, je ne l'accepte pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. Moi, la question de la paix, de servir les autres, je me la pose pas une fois par an, je me la pose au quotidien. Et d'ailleurs, mes enfants, je les ai élevés comme ça, et mes petits-enfants aussi, dans le respect des autres. Maintenant, pour faire le bien, moi, j'entends pas qu'on me le dise. La question de la paix, pour moi, elle s'est toujours posée. D'ailleurs, je m'occupe d'une association de défense de locataires. Si vous savez le nombre de personnes que je sors de la mouise régulièrement, souvent on est leur dernier recours. Donc c'est pas le prêtre qui vont voir ou Dieu ou n'importe quoi, c'est nous qui viennent voir. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est qu'on laisse la sphère laïque tranquille. Aujourd'hui, moi, je me sens agressé. Je ne supporte plus qu'on vienne sous prétexte de nous apporter la bonne parole. Alors en plus, quand je vois que au Front National, la position par rapport à l'Église, et là-dessus, on ne dénonce jamais ce comportement-là. C'est-à-dire, précisez votre pensée. C'est-à-dire que, Marion, Maréchal Le Pen, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que si elle avait été élue, elle supprimait pour les subventions pour les personnes, qui étaient pour les avortements. Pour les avortements, oui, c'est ça. Oui. Il y a eu ça, il y a eu le planning familial, la suppression de subventions, oui, absolument. Voilà. Donc il y a tout ça, mais bon, et quand on sait quand même, parce que on nous dit pas toujours tout, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que l'extrémisme aussi catholique existe. Elle existe. On les connaît aussi. Et on sait jusqu'où ils vont. Et moi, c'est tous ces aspects-là, on ne les dénonce pas. Alors voilà, moi j'aimerais que, Madame parlait du cœur tout à l'heure. Moi, le cœur, je connais pas, c'est un muscle. La seule chose que je connais, c'est ma conscience. C'est ma conscience. Une dernière chose. Elle nous disait que le pape faisait preuve d'humilité. Alors moi, je lui conseille de faire preuve de davantage d'humilité et de prier surtout pour toutes les victimes des curés pédophiles. Voilà. Ça, c'est demandé. Oui, alors c'est un autre dossier, effectivement, mais on peut comprendre en même temps qu'il y a des paroles de foi, des paroles de sagesse. Merci Didier, à vous. Et Jean-Paul, justement, qui veut réagir, et lui qui est surpris un peu par les prises de position du pape, quoi. Bonjour Jean-Paul. Non, il a tout le monde. Je retiens une parole du pape, une évocation qu'il a fait qui parlait de donner la dignité à l'homme. Je pense que il faut pas négliger ça. L'homme a sa place, évidemment, dans la société, dans les sociétés. Et lui donner la dignité, c'est très important, évidemment. Elle est bafouée, cette dignité, très souvent, de mille et une façons. C'est regrettable. Je pense que de toute façon, l'essentiel, c'est évidemment de progresser vers cette démarche de reconnaissance de la dignité de chaque individu, quel qu'il soit, où qu'il soit, et quel que soit son comportement, et tout, ou quelle que soit la façon dont il est agressé. Merci à vous Jean-Paul, vous étiez à Paris dans le 15e arrondissement, vous avez été nombreux à nous appeler au 39 21 pour réagir après ce message du pape, et puis d'une façon beaucoup plus générale autour des discours religieux.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe Midi au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Oui, avec les cadeaux de Noël, c'est l'heure du grand déballage, si ce n'est pas déjà fait pour vous. Nous avons Fabienne qui est au 39 21, qui nous appelle de Normandie. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous et joyeux Noël. Et bon Noël à vous également. Ça s'est bien passé votre réveillon hier soir ? Oh, très très bien. On était avec des amis, très calme. Ça s'est très très bien passé. Merci et vous ? Oui, très bien. Vous êtes en Normandie, dans la Manche, c'est ça ? Et comme le disait Valérie Darmon, il fait beau aussi chez vous. On peut aller se promener sur la côte ? Alors malheureusement, aujourd'hui, c'est le seul jour où il pleut. Ah, voilà. Il a plu abondamment ce matin. Là, ça va mieux. Il pleut plus, donc ça va se lever. Mais c'est vraiment le seul jour de la semaine où il a plu. On a en ce moment un mois de décembre, mais quasiment meilleur que le mois de juillet, si je puis dire. Oui, non, mais c'est vrai, effectivement. Alors revenons à notre sujet, les cadeaux de Noël et ces reventes, notamment immédiatement sur Internet. Est-ce que ça vous choque, vous, Fabienne ? Alors, j'irai pas jusqu'à choquer, mais ça me navre. Oui. Alors, j'ai entendu ce matin les débats, effectivement, sur les cadeaux. À un moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais quand j'entends que c'est des smartphones, des jeux des consoles de jeux, des voyages, je me dis, mais les gens n'ont plus conscience de la valeur d'une chose, c'est pas possible. Des cadeaux à 300, 400 euros, on revend pas. Déjà, moi, je me renseigne avant pour savoir si le jeune, parce que c'est un jeune dans ce cas-là, veut ce cadeau ou ne l'a pas déjà. Et puis ensuite, un cadeau, c'est un don, c'est un cadeau à la base. Quelque chose qu'on offre avec son cœur. Oui. On n'est pas censé avoir un cadeau. Un cadeau, c'est pas un dû. Oui. Et c'est je trouve que c'est perdu, ça, le fait d'avoir un cadeau, juste le geste du cadeau. Oui, et vous, au sein de votre famille, vous veillez, entre guillemets, si je puis dire, à ce que les cadeaux ne soient pas revendus sur Internet ? Moi, je me renseigne déjà de ce qu'ils souhaitent. Avec mes sœurs, on voit, cette année, il veut ça. Donc, en général, on touche toujours, on touche toujours juste. Oui. Parce que je me suis renseignée. Mais le smartphone, alors je ne sais pas quelle valeur ça a, cette chose-là. Les smartphones, c'est plusieurs centaines d'euros. Alors évidemment, ça dépend du modèle, s'il est ancien ou non, mais sinon, ça a une certaine valeur. Et on peut comprendre d'ailleurs qu'il y a des personnes qui ont besoin aussi d'argent, qui peuvent déjà avoir un autre modèle, et donc qui, dans ces conditions, plutôt que de le laisser dans un tiroir, le revendent sur Internet, quoi. Oui, mais il y a une chose qui s'appelle un téléphone, c'est de la communication. Un smartphone, on donne pas ça à un enfant de 8 ans, je pense. C'est pour des ados ou des plus grands. Donc on peut demander d'abord. Et si la personne est un peu dans la gêne, on peut dire non, j'en ai pas vraiment l'utilité, je vais garder mon ancien. Par contre, un bon d'achat, un machin, enfin, je suis un peu gênée ce mois-ci, quoi. On peut le dire aussi, on peut dire les choses. Oui. Voilà. En plus, quand vous revendez sur des sites, vous perdez de la valeur. Oui, il y a des gens qui peuvent éventuellement... il y en a certains qui achètent leurs cadeaux à crédit. Alors ça, c'est pareil, ça me choque. Mais quand vous avez acheté quelque chose plusieurs centaines d'euros, ça peut, éventuellement, vous mettre un peu aussi dans la gêne. Oui, non, mais ça, c'est vrai, oui, bien sûr, oui, évidemment, parce qu'il y a ces dépenses, et quand on revend immédiatement les cadeaux, ce n'est pas forcément très sympa pour ceux qui ont effectué ce geste, qui se sont déplacés, qui ont passé du temps, de l'énergie, et qui veulent vous faire plaisir. Merci Fabienne, restez en ligne pour votre témoignage. Cadeau en retard aussi, alors ça arrive. C'est Violette qui nous appelle du Nord. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous votre histoire, Violette. Écoutez, en fait, j'ai passé une commande le 1er décembre pour ma nièce sur un site internet, c'est notamment Discount, c'est Discount. Et en fait, je ne l'ai pas reçu, je devais le recevoir entre le 4 et le 7. J'ai rappelé le 8, j'ai rappelé le 14, j'ai rappelé le 18 pour m'entendre dire qu'au final, il n'avait pas été acheminé et qu'il était revenu à Bordeaux, là où est le siège de la boîte. Et ensuite, j'ai dû payer moi-même des frais de livraison pour qu'il arrive en temps et en heure, et ils m'ont proposé qu'il arrive le 28, et du coup, il n'est jamais arrivé. Et du coup, je suis encore dans le flou en ce qui concerne mes remboursements pour mes appels. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que l'on vous répond ? Parce qu'ils sont plutôt bien organisés, l'ensemble de ces... C'est un truc de dingue. Ils sont d'une mauvaise foi qui est hallucinante. C'est surtout que j'ai peut-être appelé genre 15 fois et que je paye 0,70 centimes la minute.
à chaque fois que j'appelle, j'ai dû moi-même payer les frais de livraison. Au final, enfin voilà, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Surtout que c'est pour une petite fille, c'était le cadeau de ma filleule, c'était pour une petite fille qui attendait son cadeau. Et du coup, j'ai dû aller chercher autre chose, très très vite. Et au final, je me suis rendu compte qu'en plus de ça, il se disait discount et c'était plus cher que en magasin. Donc il ne faut pas hésiter en tout cas à continuer de faire des réclamations. Merci Violette pour ce témoignage. Merci à vous, monsieur. Joyeux Noël. Bon Noël aussi, effectivement, à vous. Merci Violette. Ken qui nous appelle également de Paris, lui. Bonjour Ken. Bonjour. Alors vous avez eu un cadeau et vous l'avez testé chez vous? Non, je vais le tester cet après-midi. Je l'ai testé ce matin. C'est un drone, c'est ça? C'est un drone. Oui. Mais alors, quel genre de drone? C'est un petit drone. C'est un Paro, la marque Paro, et c'est vraiment génial. J'y attendais pas du tout de ce cadeau et. Vous en aviez déjà testé avec d'autres personnes, d'autres drones non? J'ai déjà testé un hélicoptère, mais c'est difficile à manier et celui-là, il est beaucoup plus facile. Beaucoup plus simple, oui. Qu'est-ce qui vous amuse dans ce genre de cadeaux, en fait, les drones? C'est quoi? C'est de faire voler, finalement? C'est un petit peu comme les petits appareils qu'on avait auparavant, ou c'est pour... Exactement, ouais. Et parce qu'avant, c'était les voitures télécommandées, et puis là, avec l'évolution, on peut s'amuser à voler, à prendre des photos, tout ça, quoi. Ken, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? J'ai 40 ans. 40 ans, et donc on s'amuse comme un gamin, toujours à 40 ans, quoi. Exactement. Oui. Et ça, effectivement, les drones, ce sont des jouets un peu pour adultes, qui permettent de pouvoir aller s'amuser sans... parce que vous êtes peut-être un passionné vous-même d'avion, non? Non, pas du tout, mais je suis un peu geek, quoi. Mais bon, c'est sympa, quoi. Oui, c'est sympa. Alors, vous avez vu, il y a une réglementation quand même très précise. Pas question la nuit, pas question d'aller au-delà de 150 mètres, etc. Oui, j'ai écouté ce matin et il va falloir que je l'utilise en Normandie. Oui, en Normandie, vous allez aller le tester? Oui. Oui. Il est important, c'est imposant ou pas, effectivement, votre drone? Non, il est tout petit. Oui. La taille d'une main, c'est vraiment léger, c'est super, c'est quand même assez maniable, mais faut s'y habituer, quoi. Oui. Ça me donne envie, moi, de jouer. J'ai pas eu de drone, mais effectivement, pour ça, mais effectivement, ça me donne envie d'aller jouer un peu comme vous. Bon Noël aussi, donc à vous, Ken. Bon Noël à vous. Oui, merci. Europe 1, il est 13h30. Patrick Roger, Fabienne Lemoyle. Et nous poursuivons donc avec au 39-21 vos appels très nombreux. Cette fois-ci sur le risque de divorce en politique, François Hollande et la gauche. C'est Serge qui nous appelle. Bonjour Serge. Bonjour à vous tous et puis joyeux Noël. Absolument, à vous aussi, tout s'est bien passé, ça va? Bonne digestion? Oui, ça va. Vous allez repasser à table? Bon, exactement, vous avez tout compris. Voilà. Alors, juste avant, une petite réaction donc sur François Hollande et la gauche avec cette décision donc de maintenir la déchéance de nationalité. Vous pensez qu'il est en train de se mettre à dos une partie de son camp? Écoutez, moi, je vais reprendre un vieil adage que me disait mon beau-père, parce que dans le temps, il faisait de la politique et il était adjoint au maire d'une ville bien connue du nord de la France. Il m'a dit, dans ce genre de circonstances, il faut toujours savoir dire non et tourner le dos à ceux qui font beaucoup de bruit derrière. Voilà, moi je pense qu'il avait tout à fait raison et c'est quelque chose que je ressens comme ça. Il faut le laisser travailler. C'est vrai que j'ai l'impression, moi, depuis une vingtaine d'années, d'entendre des choses qui me sont assez désagréables. On élit un président, il a mandat pour travailler, et sans arrêt, vous aussi, les journalistes, vous faites partie de cette chose-là, sans arrêt, on entend parler de l'élection. Là, on parle que de 17, bientôt on va parler de 22. Moi, j'en ai marre qu'on laisse travailler le président, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, je m'en fiche, mais il a été élu, il faut le laisser travailler.
on n'a même pas le temps de voir un résultat. Ça y est, il est déjà en haut des critiques. Et tout. Je trouve ça extrêmement désagréable. Oui, et en même temps, ce ne sont pas nous, les journalistes, qui avons fixé le quinquennat. Hein, parce que c'est vrai qu'avant, il y avait donc ce septennat où on pouvait avoir davantage de temps peut-être pour travailler. Aujourd'hui, avec ces périodes très courtes, il faut avoir des résultats immédiatement et on pense déjà à l'élection suivante. Quoi. Voilà, et c'est extrêmement désagréable pour le citoyen que je suis, le citoyen lambda. Moi, je pense qu'il faut laisser aux politiques, ceux qui ont pris en charge le travail pour la France, les laisser travailler. Et puis, le résultat, c'est pas bon, et c'est tout, on change, et puis un point, c'est tout. Ouais. Mais bon sang... Pourquoi parler sans arrêt de ces élections à venir? Et quand cette élection à venir elle est arrivée, on parle déjà de la suivante. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de travailler, toujours l'œil sur le baromètre des sondages, quoi, en quelque sorte, quoi, pour savoir s'ils pourront se représenter à l'élection suivante. Quoi, hein. Et là, en l'occurrence, le sujet que vous m'avez mis ce midi... tourner le dos à sa majorité, écoutez, tout le monde peut pas avoir un quorum d'emblée à 95%. Il y a toujours des gens, c'est ce qui fait la valeur de la politique, la diversité, et ça entame un dialogue, ça entame des choses, des controverses. Moi, je pense que c'est ça la vie politique. Il faut pas avoir un quorum sans arrêt, des clivages, des tas de choses. C'est pareil je vais peut-être déborder du sujet, mais ce clivage, c'est extrêmement désagréable. Bon sang, on est dans une période extrêmement tragique en ce moment. Mettons-nous tous d'accord et puis arrêtons ces petites guéguerres de gauche et de droite. On s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est la paix et que les gens vivent en bonne entente. Et il faut qu'il arrive un drame comme au 13 novembre pour se rendre compte qu'on peut vivre ensemble et mettre des fleurs ou des bougies au pied d'un café ou au pied d'autre chose. Ouais. C'est quand même invraisemblable. Quoi. Avec de beaux discours sur le moment, une volonté de travailler ensemble, d'appel d'unité nationale, et puis derrière, chacun reprend un peu ses petites affaires, quoi, en quelque sorte. Oui, donc le lendemain de la réunion de Versailles, la réunion qu'il y a eu à l'Assemblée, c'était édifiant, vous vous rendez compte. Tout le monde la veille est d'accord, et le lendemain, ça y est, c'est reparti. Enfin, c'est ça la politique, c'est ça la politique en France, c'est la façon de mener un pays. En tout cas, on a bien compris que vous, Serge, ce n'est pas ça qui va vous réconcilier avec la politique, hein, si je puis dire. Merci. Pas du tout. Il faut que les gens se rendent bien compte que si les politiques ne font pas montre d'un peu plus d'intelligence et de respect envers le citoyen, on n'est pas là d'aller vers une espèce de fraternité et une paix commune en France. Oui, merci Serge de votre témoignage et bon appétit puisque vous allez passer en fait maintenant à table. Hein. Vous avez dit bon réveillon, bon déjeuner de Noël plus précisément. Le réveillon c'était pour hier soir. Claude nous appelle de Dordogne. Bonjour Claude. Bonjour. Oui, vous avez entendu. D'abord, joyeux Noël à tous. Eh bien, vous également. Hein. Vous avez entendu. Une canette, je ne vous dis que ça. Comment ? On est en train de manger une canette et je ne vous dis que ça. Ah, écoutez, vous nous mettez en appétit. Hein. Alors, ce que je voulais dire au sujet de M. Hollande, c'est qu'il s'est considérablement fragilisé ces derniers temps. Il était naturellement obligé de maintenir le projet de déchéance de nationalité pour les binationaux, puisqu'il s'y était officiellement engagé. Mais ce faisant, il s'est coupé durablement d'une partie de la gauche dure, et de l'extrême gauche. Mais alors, que représente l'extrême gauche maintenant 5 à 8% de l'électorat. Alors, il y a deux questions qui se posent. D'abord, y aura-t-il une primaire à gauche pour 2017 ? Et M. Hollande sera-t-il considéré comme le candidat naturel du PS ? Ça n'est pas évident. M. Valls pourrait très bien également être considéré comme le candidat naturel du Parti socialiste. Oui, non, mais c'est vrai, sauf que pour l'instant, c'est plutôt une tendance à ce que ce soit François Hollande qui se représente sans qu'il n'y ait véritablement de primaire, quoi. Vous souhaiteriez qu'il y ait un débat beaucoup plus transparent à gauche et qu'on rebatte les cartes complètement, quoi, Claude ? Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, qu'il y ait un débat tout à fait transparent à gauche, que l'on rebatte les cartes et que chacun des candidats potentiels sérieux puisse présenter ses opinions, ses motions et un projet de société. Parce que l'extrême gauche va de toute façon proposer un candidat en 2017. Oui. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ?
ces 5 à 8% qu'elle représente vont manquer à M. Hollande pour figurer au deuxième tour. Et c'est la raison pour laquelle je crois que M. Hollande est considérablement fragilisé. Fragilisé, oui. Depuis son élection, il n'a pas cessé de se droitiser. C'est extraordinaire. Si vous voyez ses premières déclarations tout de suite après son élection, je n'aime pas les riches. Vous vous en souvenez, je n'aime pas les riches. Oui. Alors que les 3/4 de ses ministres sont millionnaires. Qu'est-ce qu'il disait? L'ennemi, c'est la finance. Bon. Et depuis, vous avez constaté son évolution, mais cette évolution, elle n'est pas gratuite. Elle se fait au détriment des voix de la gauche et de l'extrême gauche. Et sa majorité s'est rétrécie comme peau de chagrin. Et si en février, il réussit à faire voter sa réforme constitutionnelle, ce sera grâce aux voix de la droite. Oui, aux voix de la droite. Vous imaginez un petit peu le choc dans la gauche et dans l'extrême gauche, faire voter une réforme constitutionnelle grâce aux voix de la droite. Oui, ce sont des manœuvres. Il ne sortira pas indemne. Oui, bien sûr, ce sont des manœuvres politiques. Merci Claude pour votre témoignage et bonne canette, puisque vous êtes en train de la déguster en fait en ce moment en Dordogne. Nous allons en Bretagne, à Longvalet, dans les Côtes-d'Armor, avec Joël. Bonjour. Bonjour. Vous êtes justement un peu déconcerté, mon cher Joël, complètement. par ces manœuvres. Vous voulez, déjà, je vous adresse mes meilleurs vœux pour ce Noël, et puis je vous souhaite bon courage, parce que vous, visiblement, vous n'êtes pas en famille. Pas pour l'instant, mais ça va venir. Ça va venir. Mais nous sommes en famille, vous savez, avec vous, les auditeurs, nous sommes dans la grande famille d'Europe 1. La grande famille Europe 1. Avant vous, parce que depuis 1968, je vous écoute. Ah bah oui. Peut-être pas moi, mais enfin bon, certains, mais Europe 1. Non, j'imagine, Bien sûr. Alors revenons donc à ces manœuvres politiques, mon cher Joël. Écoutez, moi je crois que c'est vraiment de la communication. Notre président ne pense qu'à sa réélection maintenant, ça y est, le voilà parti en campagne, mais il n'y a pas que lui. Monsieur Sarkozy fait pareil. Et franchement, je pense que, comme disait votre auditeur précédent, il va se fâcher avec la gauche de la gauche. Mais je lisais le Parisien ce matin, là, parce qu'il n'y avait pas Ouest France, et il envisage déjà de prendre François Bayrou comme Premier ministre, vous imaginez? Oui, enfin c'est une hypothèse, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse, bien entendu, c'est pas lui qui l'a dit, mais ce sont les observateurs. Mais je crois que effectivement, ce monsieur tient terriblement à son poste, c'est pas un poste rémunérateur à 100% comme des grands chefs d'entreprise, mais bon, il y a la gloire, il y a tout ça. Et je crois qu'il va faire une manœuvre pour récupérer des électeurs de Le Pen. Et je pense que cette décision-là est faite pour récupérer des électeurs de Le Pen, qui d'ailleurs, bien avant, votaient extrême gauche pour pas mal d'entre eux. C'est une façon d'essayer de pouvoir les récupérer, quoi. Ah, moi je crois. Et moi je me rappelle quand il a été élu, bon, j'ai pas voté forcément pour lui parce que je suis un petit peu dégoûté de la politique. Et pourtant Dieu sait si j'écoute vos informations et celles des autres. Mais franchement, je crois que tout ça, il a des bons conseillers en communication. Il dit pas n'importe quoi. Et je crois que c'est décevant, si vous voulez, parce que on a quand même pas loin de 5 millions de Français qui cherchent du travail, même s'il y en a comme dit un député de droite qui sont à poil dans la main, mais moi je le crois pas. J'ai moi-même subi du chômage pendant une petite année. Je crois que franchement, comment dire, c'est une manœuvre. Voilà, on l'a compris effectivement. Merci, c'est une manœuvre politique. Merci Joël de Longvalet qui nous appelait des Côtes-d'Armor. Merci à tous de nous avoir appelés au 39 21.